Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, 11e preview, on continue, on avance. Aujourd'hui on va présenter une équipe qui n'a jamais été championne de France, une équipe qui a été seulement, malheureusement, entre guillemets, seulement, championne de D2 en France. Elle a gagné une Coupe de France, elle a 152 ans d'existence, une équipe parmi les plus vieilles du championnat, une équipe parmi celle dont on a envie de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre de vivre une saison, je pense, des plus intéressantes, notamment pour moi, parce que je vais vous dire des belles petites choses. On va parler tout de suite du Havre. Du Havre, vous l'avez deviné, peut-être, les survivants. Pourquoi les survivants? Parce que la saison passée, ils ont réussi une saison de survivants. Ils ont maintenu la statistique avant de passer à la suite, ils ont maintenu la statistique du champion de D2, qui monte et qui ne redescend pas tout de suite. La dernière fois que c'était arrivé, c'était Nancy qui était monté et qui avait fait l'ascenseur, qui était redescendu directement. Le Havre a réussi à maintenir cette statistique en place. Le Havre, voilà, c'est comme je le disais, c'est une fois vainqueur de la Coupe de France, 6 titres de Ligue 2, un trophée des champions, 25 saisons en Ligue 1 sur 150 ans d'existence. On relativise un petit peu, mais ça fait beaucoup de temps sans passer de temps en Ligue 1. 28 joueurs pro dans l'effectif, 17 étrangers, 7 internationaux, c'est pas mal, c'est une bonne statistique en Ligue 1, c'est à peu près la moyenne de ce que je vois. 25,3 ans d'âge moyen aussi, pareil. C'est un club qui a réussi à se maintenir après sa remontée en Ligue 1. Il va évoluer au Stade Océane, qui fait à peu près 25 000 places, qui sont assez bien remplies quand même, c'est assez intéressant. Le Havre qui a un effectif qui a une valeur marchande de 64 millions d'euros, soit à peu près 2,3 millions par joueur. 15e la saison passée, entraîné par Lucas Elsner qui est parti et qui laisse sa place à Didier Digard. On y est, on passe à la saison passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Montée en Ligue 1, c'est une saison de montée, donc un petit investissement qui est fait sur les arrivées. Au rayon des arrivées, on pouvait compter sur certains joueurs, notamment Emmanuel Sabi. Ils ont également pu compter sur Rassoul Ndiaye, sur Issa Soumaré, pas mal de joueurs, hein. Mohamed Bayo aussi qui était en prêt, André Ayou. Donc il y a eu beaucoup de joueurs qui ont intégré cet effectif au cours de la saison pour justement le faire gagner en expérience, le faire monter d'un cran. Par contre, il y a eu quelques départs. Les départs, on voit 0 €, ce qui ne veut pas dire que tous les départs ont été gratuits. Il y a notamment Alioui qui réalisait un très bon début de saison, qui est parti sur le mercato hivernal, à la toute fin du mercato hivernal. Il y a Elias Marmoud aussi qui était parti. Bon, il y a quelques joueurs qui ont participé notamment à la montée, mais qui n'ont pas forcément eu de temps de jeu, ou qui n'ont pas eu un rôle prédominant, qui n'ont pas eu un temps de jeu fou. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la saison passée. Et l'objectif, pour moi, il était dépassé, hein. Ils ont assuré le maintien sans barrage. C'est une équipe qui a eu 7 victoires en Ligue 1, donc plutôt modeste. 7 x 3, normalement, ça fait 21, si je me trompe pas. 21 points, plus 11, ça nous fait 32 points. On se retrouve à 32 points, 3 points devant les Messins qui ont fini barragistes. C'est plutôt pas mal, surtout en sachant que c'était une équipe qui était sur une très bonne dynamique, notamment sur la partie défensive, hein. 45 buts encaissés pour un promu, c'est plutôt une bonne performance, hein. On s'en souviendra un petit peu. Il y a des équipes qui n'y arrivent pas alors qu'elles sont pas promues en Ligue 1. On va en reparler tout de suite. Le Havre qui finit 8e meilleure défense de Ligue 1, c'est assez incroyable. 8e meilleure défense de Ligue 1, par contre au niveau offensif, ça n'a pas forcément été la meilleure attaque, hein. On le voit, c'est la 3e pire attaque. C'est une équipe qui a su se créer des opportunités dans certains matchs grâce à sa défense et pas forcément grâce à son attaque. Par contre, offensivement, ils ont beaucoup partagé le ballon, ça n'a pas été un seul joueur qui a porté l'équipe, mais tout un collectif qui s'est réuni et qui a travaillé pour gagner certains matchs et pour justement éviter d'en perdre d'autres. On peut notamment féliciter un petit peu, on va le dire, chez un promu et sur une moitié de saison, André Ayou qui a réalisé la performance de marquer 6 buts, Mohamed Bayo aussi qui a pas toujours été titulaire et qui a mis 5 buts, Emmanuel Sabi aussi, du coup, avec son rôle d'ailier qui a mis 5 buts. Et Arthur Demas, moi c'est surtout lui. Arthur Demas, 7 clean sheets. C'est un gardien qui a fini 9e sur la stat du nombre d'arrêts, du pourcentage d'arrêts. Donc plutôt bon aussi, hein. On le voit, sa défense elle est 8e, il est 9e meilleur gardien de Ligue 1 sur
sur les arrêts. Il y a une stat aussi que j'avais vue plutôt sur les expected goals, parce qu'il faut de temps en temps aussi jeter un petit coup d'œil pour comprendre comment les choses sont faites. Il y avait les expected goals après tir, donc quelles sont les chances d'arrêt pour le gardien, parce que le tir est réalisé, on sait que voilà, il y a une telle probabilité pour que l'attaquant marque, et ben c'est un gardien qui a su avoir une stat positive, c'est-à-dire que grâce à lui, en fait, il évitait certains buts. Soit il a de la chance, soit il a de la qualité. Il est dans le top 4 de la Ligue 1 là-dessus, il faut le souligner. Si on va un petit peu plus loin, on va se rendre compte aussi qu'il y a eu des bonnes saisons de la part d'Opéry, d'Ayou, d'Alioui, de Sanganté, qui a réussi une très bonne saison, le capitaine et défenseur central, je pense, et surtout vous avez la révélation de Keshta et de Targaline, qui ont participé au JO et qui ont réalisé de superbes JO avec le Maroc en finissant 3e, donc avec une médaille de bronze. Une fois n'est pas coutume, j'ai réalisé aussi un petit débrief en regardant certaines rencontres de Ligue 1, parce que je voulais vous parler de quelque chose, c'est plutôt l'aspect mental que j'ai analysé. Le Havre, qui a pas forcément eu beaucoup de réussite l'année passée, on voit parfois ils perdent des matchs où on a par exemple un Georges Mikotadze qui va marquer juste après la mi-temps. Donc on le voit au retour de la mi-temps, ils prennent un but. Donc ça c'est une défaite 1-0 contre Metz qui était un concurrent direct pour le maintien. Pareil, le match contre le PSG, carton rouge au bout de 10 minutes pour Donnarumma. Le Havre qui joue 80 minutes et plus parce qu'il y a le temps additionnel à 11 contre 10 et qui perd le match 2-0. C'est sûr, ça crée des espaces, ça laisse un petit peu la place aussi à la transition, ce qui était, je pense aussi, une des qualités principales du Paris Saint-Germain à ce moment-là. On a le Havre aussi qui là, sur ce match contre Reims, a buté face à une équipe qui était encore une fois à 10. Darami, toute dernière minute, penalty. Reims qui gagne le match, le Havre qui perd le match à la dernière minute. On voit, hein, ça arrive assez souvent dans le temps additionnel, pardon. Là, face à Nantes, je vais me cacher un petit peu. Là, face à Nantes, en fait, vous avez Abdoulkader Bamba qui réussit à marquer à la 93e minute. Encore une fois, donc on le voit, hein, ça fait beaucoup de fois. Et là, pareil, le match contre le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui mène 3-1 à un moment dans le match. Hein. Ils mènent 3-1. Et après les changements menés par Luis Enrique, on voit le retour du Paris Saint-Germain à 3-3, donc ils prennent un but à la 95e minute. Voilà, encore une fois, c'est assez mental. Moi je pense que c'était mental, pas forcément physique. C'est une équipe qui a pas forcément joué sur plusieurs tableaux. L'aspect mental, je pense qu'il a joué la saison passée sur les performances du Havre, parce qu'on aurait pu les voir beaucoup plus haut. Quand je regarde aussi le match contre Clermont, eh ben on a la même chose, la même configuration. Donc une équipe qui a 10, le Havre qui égalise juste avant la mi-temps et qui reprend un but derrière juste avant de repartir au vestiaire. Et derrière, en plus, ils prennent un carton rouge, donc ils finissent le match à 10. Ils sont à 10 contre 10. Je pense que la différence ils ont pas su faire la différence. Peut-être un problème de... Parfois sur certains matchs, je vais pas parler de problème de coaching parce que je pense qu'ils ont fait une belle saison, mais quand même. Il y a un aspect où le coach peut-être peut avoir un impact dans des matchs comme ça en trouvant des solutions qui sont pas dans les mains des joueurs. On le voit hein, là par exemple sur ce match-là, ils étaient à peu près équivalents en expected goal, mais quand tu passes quasiment 30 minutes à 11 contre 10, il n'y a pas eu cet élan qui a été ajouté. Pareil ici, hein, tu passes 80 minutes à 11 contre 10, manque de réalisme en début de saison. Enfin en milieu de saison plutôt. Ici c'est pareil, tu passes quasiment 30 minutes à 11 contre 10. Il n'y a pas ce truc, il y a eu un but, mais il n'y a pas ce truc qui voilà, te permet de gagner le match en fait. Normalement tu dois le gagner. Ils ont même concédé plus d'occasions. Voilà, donc voilà. Et le dernier match dont je voulais vous parler, c'est celui contre Strasbourg. 97e minute, encore une fois. Voilà, ça arrivait tellement souvent, je vous ai récupéré sur un site qui s'appelle 2-0 les statistiques des buts marqués par quart d'heure, en fait. Vous avez le premier quart d'heure de jeu où ils ont marqué 5 buts, etc., etc., etc. Et on le voit, en fait, au total, c'est 45 buts encaissés pour 34 buts marqués. Comment vous dire? Moi, j'analyse ça comment? Je regarde, je superpose un petit peu les deux graphes et je vais me rendre compte que il y a des moments où ils prennent beaucoup plus de buts qu'ils n'en mettent. Et ces moments-là, en fait, ils peuvent être expliqués par
soit du relâchement, soit du manque de fraîcheur, parce que c'est des moments où justement les joueurs ne sont peut-être pas frais, ou soit du manque de lucidité. Parce que ce qui veut pas dire, parce que là tu mets 5 buts et que tu en prends 6, que tu gagnes le match en fait. On l'a vu, il y a beaucoup de matchs où justement ils perdent, ou en tout cas ils ne gagnent pas, sur lesquels ils sont devant au score, ou en tout cas à égalité, et ça se passe pas en leur faveur. On voit prendre 11 buts au retour de la mi-temps, quasiment, dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, c'est soit un problème de fraîcheur, soit un problème de réalisme, ou d'application des consignes, ou de plan de jeu. Donc c'est des choses, pour moi, c'est des moments où je pense que, voilà, quand dans le football on retrouve des temps forts, des temps faibles, peut-être que le Havre a mal géré ces temps faibles, et ces temps faibles c'était... Voilà, peut-être ceci en fait. Il faudrait corréler ça avec justement les études sur la possession de balle, sur les moments où justement ils ont plus d'efforts à fournir. Parce que dans les 15 premières minutes, en fait, c'est une équipe qui est fraîche, c'est une équipe qui peut aller au combat, qui peut aller rentrer dans son adversaire. Par contre, ça devrait être la même chose, du coup, sur la deuxième mi-temps. Malheureusement, ils relâchent, et c'est là le moment où ils ont pris le plus de buts, c'est au retour des vestiaires. Voilà. Peut-être un relâchement, en tout cas un travail à faire sur l'aspect mental. J'espère qu'il sera fait par le nouveau coach Didier Digard. Didier Digard qui a, à mes yeux, le profil parfait pour ce club. Je vais l'expliquer en quelques phrases, mais déjà c'est un entraîneur qui débute un petit peu comme le club, on l'a vu, 25 saisons dans l'élite alors que le club a 152 ans. C'est pas un club très expérimenté en Ligue 1. C'est un club qui a l'habitude de faire l'ascenseur. C'est un club qui, au moment où on parle, a connu une saison en Ligue 1. C'est un club qui va avoir besoin de cette expérience, cette connaissance de la Ligue 1 d'un joueur qui a beaucoup connu ce championnat, notamment, avec le Paris Saint-Germain, formé au Havre, justement, formé au club, en tant que joueur, entraîneur de 38 ans, donc jeune, qui va comprendre son groupe, qui va pouvoir travailler avec sur de la cohésion. Première saison au Havre, première expérience en tant que coach principal après une intérim assurée à Nice, une intérim où il prenait quasiment 1,76 points, donc c'est énorme. Je vous le dis, c'est du niveau des clubs européens de ce championnat. Il évolue principalement en 4-3-3, donc sur tous ces aspects, en fait, il va se retrouver dans la meilleure configuration possible. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, Didier Digard, parce que il est dans un bon environnement qu'il connaît déjà, dans lequel il a lui-même développé son football. On attend de voir, mais moi je pense que c'est la bonne personne au bon endroit. Mathieu Baudemer, le président, donc il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'accompagner et l'aider à atteindre la mission qui va être de maintenir le club cette saison. Notamment sur le marché des transferts, ils ont essayé de faire quelques coups, en sachant que pas de budget, zéro de budget. Voilà, là c'est à cause des droits TV, à cause de la situation aussi de l'actionnariat qui est en place. Ils peuvent pas se permettre d'investir dans le club. Du coup, c'est un club qui fonctionne sur son budget, son marché des transferts, sur les pépites qu'ils arrivent à sortir du centre de formation, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est un club qui a récupéré Zouaoui, qui était du coup à Martigues, en national, qui a réussi une belle saison en national où il a beaucoup joué. Ils ont aussi récupéré Ismaël Bouneb. Bouneb, j'ai regardé un petit peu sa fiche, à Valenciennes, chez les U19, donc plutôt dans les divisions jeunes, hein. C'est un joueur qui réalise des belles saisons. Il en est à 11 buts en 14 matchs. Donc, ok, c'est chez les jeunes. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit sens du but, un petit peu de finesse. On verra après comment il s'exprime chez les papas, chez les anciens. Mais je pense qu'il y a quelque chose à espérer de ce milieu offensif. Pareil, Lonja qui était en Suisse. Et du côté de Lausanne, ce qu'il faisait, c'était à peu près un but tous les 2 matchs. 30 buts sur 66 matchs. Donc c'est déjà un beau volume pour quelqu'un qui n'a que 18 ans. On verra comment il s'en sort, mais je pense que c'est des joueurs qui seront utiles. Pareil, il récupère Kitala qui était en prêt, qui va revenir et qui va peut-être peser un petit peu dans la balance, mais je pense pas que ce soit un joueur qui soit capable de mettre plus de 4-5 buts en Ligue 1. Après, s'il y arrive, tant mieux, et franchement, je serai le premier satisfait au vu de mon pronostic, mais on en reparle tout à l'heure. Ils ont laissé partir quelques joueurs, mais c'est des joueurs qui, malheureusement, pour eux, n'avaient pas le profil adapté pour les coachs qui sont passés là, ou en tout cas pas le niveau.
Ils ont eu très peu de temps de jeu en dehors d'Ayou et de Bayo. C'est deux joueurs qui n'ont pas pu remplacer malheureusement parce que ben voilà c'est un peu serré. On le voit, hein, André Ayou ils ont pris du jeune hein, pour aller le remplacer. On voit. Ils ont comblé un petit vide, un petit manque sur le poste d'arrière gauche. Ayou, il y a encore des discussions pour essayer de le faire signer. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas c'est un joueur qui avait toute sa place. Malheureusement après c'est sur l'aspect budgétaire hein, où ils sont pas entendus. Mohamed Bayo qui est retourné aussi du côté de Lille. Voilà, ben s'ils peuvent récupérer un joueur en prêt ou un joueur libre, du type, même, pourquoi pas, Wissam Ben Yedder, pourquoi pas, je dis ça, je dis rien, mais bon, après c'est des joueurs qui ont des émoluments qui ne sont pas au niveau de ce club. Si on se concentre un peu plus sur l'effectif, bon, on le voit, hein, Arthur Desmas, on va avoir quand même pas mal de joueurs. Il y a Kinkoué qui est probablement, ou en tout cas le club est en discussion pour pourquoi pas le vendre. Il y a Gauthier Leris qui fait de belles choses, le frère d'Hugo. On voit c'est une équipe qui est plutôt bien structurée. J'ai pas parlé de leur pépite, hein, Kouzaïev, pépite russe, qui va être le maître à jouer de l'équipe. Hein. Une des plus grosses valeurs marchandes de cet effectif. On le voit, il n'y a pas grand monde qui sera sur la liste cet été, parce que le but c'est aussi de garder une certaine structure. Aruna Sanganté qui est en contrat, Kouzaïev qui devrait être libre incessamment sous peu. Donc je pense qu'ils essaieront de faire quelqu'un d'autre et ils le laisseront partir libre ou ils vont essayer de le prolonger. Hein. Ça peut être bien. Tout dépendra du résultat de la saison. Je pense que c'est des clubs qui vivent au jour le jour. On voit les contrats. Hein. Il y a très peu de contrats qui sont pour plus d'un an. Voilà, il y a 3 joueurs. Et c'est des joueurs qui ont signé cette année ou qui viennent de signer pro, quoi. Donc ils sont pas pris beaucoup de risques avec eux. Là, on le voit. Hein. On a Kinkoué, comme je disais, qui est libre cette année. Tous les joueurs qui vont être libres cette année ou qui tarderont pas à l'être sont peut-être pas en instance de départ, mais je pense qu'ils verront en janvier. Mais ils vont essayer de négocier le plus tard possible avec eux. En tout cas, sur l'aspect position sur le terrain, ils vont doubler tous les postes. Ils ont doublé tous les postes. Abdoulaye Touré, le joueur le plus expérimenté de cet effectif. Plus de 170 matchs en première division. On voit, hein, il y a énormément de joueurs. À titre d'info, j'avais fait le calcul sur l'effectif. C'est 889 matchs cumulés d'expérience en première division. Enfin, en Ligue 1. Et en première division, là je vais regarder, je vais vous montrer. C'est une information qu'on trouve sur Transfermarkt. Première division, vous voyez, si on calcule, tous ces joueurs-là qui évoluent dans ce groupe-là, ils ont 1648 matchs, c'est noté là, 1648 matchs de première division. C'est 24 joueurs au total. C'est super intéressant de voir ça parce que ça représente que 69 matchs pour ces 24 joueurs. En gros, en moyenne, hein, ces joueurs-là, ils ont joué 69 matchs. On est pile dans la moyenne avec El Hadjam, qui n'est pas forcément le titulaire, en plus, on le sait, avec Loïc Nego qui est sur son poste. Bah, vous avez de l'expérience dans cette équipe, hein, mais elle est située sur des postes clés, principalement. Après, sur les postes offensifs, on n'a pas forcément ni d'expérience, ni de quantité. Hein. Vous voyez, le joueur qui a marqué le plus de buts en première division, c'est un défenseur. Et ensuite, c'est un joueur qui est arrivé au club l'année dernière, et qu'on a mis quelques-uns aussi au club. Donc voilà ce qu'on peut dire. Moi je pense que c'est un club qui va miser sur l'esprit collectif qui règne dans ce club. C'est un club qui va pouvoir aussi compter sur l'efficience des dirigeants et associé à l'efficacité des joueurs. Il y a des joueurs qui vont être très... On va leur demander beaucoup d'efficacité. Là où on va pas forcément viser un joueur en particulier, mais je pense que ça va être collectivement, on va demander aux joueurs de faire plus, d'être efficients aussi, eux aussi, parce que les dirigeants, ils les ont mis sur le bon chemin en réussissant à conserver tous les membres de cette équipe, quasiment, malgré la situation assez compliquée, et une expérience et un vécu sur la saison passée et la saison précédente. C'est vrai que entre la saison du titre en Ligue 2 et cette saison, il y a eu très peu de départs sur les cadres. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, où ils ont réussi à conserver quand même une structure de groupe qui est assez intéressante. La préparation, ça a été un moment assez intéressant, la préparation, parce que elle s'est terminée sur un 6-0, ce qui a gonflé un petit peu les statistiques. Déjà, c'est une défaite en plus, mais quand on sait qu'ils ont joué une N3 en premier match, victoire 7-0,
ça a gonflé aussi un petit peu les statistiques. Donc là où ils ont gagné, ils ont perdu. 13 buts pour, 10 buts contre. On voit donc une victoire contre Fougères, c'est une club de N3. Une victoire, enfin un nul contre Clermont. Une défaite contre Lorient. Ça a été assez précaire, mais 1-0 je crois si je me trompe pas. Guingamp ensuite qui perd face au Havre, hein, donc le Havre qui bat Guingamp, qui réalise ici sa deuxième victoire en préparation. L'AZ Alkmaar aussi qui a été un match nul. Tous les nuls c'était des 1-1, donc on le voit. Hein. Le NEC Nimeg aussi qui a été un match nul. Et Borum, là, qui est venu les abattre. Ils avaient fini 16e de Bundesliga, ils prennent un 6-0 en préparation par le 16e de Bundesliga. On va dire que c'est un club qui a à peu près le même niveau qu'eux. C'est pas normal de prendre 6-0. À la rigueur de perdre face à eux, je peux comprendre, je peux accepter, c'est une préparation. On fait jouer des joueurs qui sont pas forcément les titulaires, mais 6-0 c'est énorme. On regarde le calendrier il démarre avec le PSG. Je pense que c'est une bonne équipe pour démarrer, parce que vaut mieux démarrer avec Paris maintenant que lorsqu'ils seront lancés et rodés. Ils ont fait une préparation, on l'a vu dans la vidéo qui a été postée hier ou ce matin pour vous. On l'a vu, Paris n'a pas une préparation énorme. Ils vont devoir quand même faire au mieux ce soir là dans quelques heures. Ils vont jouer face à ensuite Saint-Etienne, Auxerre, Toulouse. Donc 3 équipes qui sont dans la course au maintien aussi avec eux. Hein. Je mets Toulouse dedans, même si peut-être que pour moi Toulouse a un petit peu plus d'expérience que ces 3 équipes-là, que le Havre, que Saint-Etienne ou que Auxerre. Ça reste une équipe qu'on mettrait plus dans la seconde partie du tableau, et on verra peut-être dans sa vidéo où je les mets moi. Ensuite, c'est un peu plus difficile, où là, il y a un enchaînement Monaco, Lille, Brest, Lyon, Rennes, quasiment que des équipes européennes. Et ça va être dur. Et une deuxième partie de phase aller qui va être un petit peu plus abordable sur le niveau global des équipes affrontées. À part Marseille-Lens, je pense que c'est des équipes sur lesquelles je pense contre lesquelles il peut se passer des choses assez intéressantes. C'est des équipes contre qui il peut se passer des matchs assez intéressants. On vient sur la deuxième phase. La deuxième phase, la phase retour, est plus équilibrée. Il n'y a pas ce bloc d'équipes. On le voit, hein, ils vont enchaîner Lille, Nice, Toulouse. Voilà, une équipe un peu intermédiaire, Lens. Ensuite, Saint-Etienne, Lyon. Ils partent à Nantes, Montpellier. Après, bon, voilà, vous voyez. Il y a un petit enchaînement là, sur le stade de Reims, PSG, Monaco, sur la fin de saison. Mais on joue au CR, on joue du Strasbourg, du Marseille. Il est l'heure pour moi de vous donner mon prono. Il y a certains supporters qui vont être en PLS, je le sais. Aujourd'hui, j'ai passé un peu de temps aussi à justifier mon prono avant de le dévoiler. Faut savoir que je vois les mercatos, je vois des équipes qui recrutent, notamment là, on a Saint-Etienne qui a pris Ballo-Touré. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, 1er septembre, on se donne rendez-vous, on va pouvoir réaliser une petite vidéo de débrief du mercato et reclasser un petit peu toutes ces équipes. Pour moi, au moment où je préparais la saison, moi, le Havre, c'était 14e de Ligue 1. Pour moi, c'était 14e de Ligue 1, ce qui met certaines équipes un peu en PLS, les supporters de certaines équipes en PLS. On en parlera pas tout de suite, mais aujourd'hui, je vais pas vous mentir, pour moi, le Havre a la qualité nécessaire et la capacité, avec son nouveau coach, d'aller chercher ce maintien, peut-être pas forcément cette 14e place, mais je vois une équipe qui, si elle est un peu plus réaliste, pourra être plus au milieu du tableau que la saison passée. En tout cas, progresser, parce qu'elle garde une constance, c'est des jeunes joueurs qui sont présents là, en tout cas des joueurs d'expérience. Je pense qu'ils seront capables d'atteindre cet objectif-là. Après, c'est vrai que quand on regarde les effectifs des équipes qui montent, Saint-Etienne s'est renforcé, Auxerre légèrement renforcé, mais ne s'est pas affaibli. Auxerre finit champion de Ligue 2. Ils ne redescendent pas. En général, les champions qui montent. Il y a Angers, mais bon, Angers, pour moi, je pense que c'est une équipe qui est vraiment en dessous par rapport aux autres. Le Havre aussi est une équipe qui, individuellement, si on regarde le CV de chaque joueur, est un peu en dessous. Maintenant, par rapport à la production qu'elle a eue dans la Ligue 1, je suis contraint de les mettre à cette 14e place, ou en tout cas de les sauver, parce que je pense qu'il y a des équipes qui sont moins collectivement prêtes
collectivement travailler pour se maintenir cette saison. On va voir, notamment à cause des coachs, notamment à cause de plein de raisons, mais on va voir maintenant le classement. Le classement qui retrace un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Donc on le voit, hein, le SCO d'Angers pour moi qui est en dessous du niveau en Ligue 1, donc qui est 18ème. On le voit aussi la SSE 16ème, mais je pense que ça changera. Il se peut que j'inverse la SSE et le Havre, parce que pour moi le Havre, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas renforcé réellement l'équipe, là où d'autres se sont renforcés ou ont perdu de la qualité, mais pas au point de voir passer cette équipe devant eux. Après, pour moi, le Havre, collectivement, ils ont rien perdu, si ce n'est l'apport qu'a eu à la finition Ayou. Donc voilà. On le voit aussi Auxerre, hein, qui s'est un petit peu renforcé, qui a perdu des qualités, qui a un peu un jeu d'équilibre. Donc ils ont enlevé un petit peu à droite pour mettre à gauche, donc on verra ce qu'ils seront capables de faire aussi. J'attends la fin du mercato pour m'exprimer, mais voilà, je pense que la position du Havre ici, c'est surtout la position de Saint-Etienne, moi, qui me dérange. Saint-Etienne, moi, je les vois un petit peu plus haut, là. Franchement, avec le mercato qu'ils réalisent, la préparation, l'engouement, le retour des Verts, je pense qu'ils feront une saison un petit peu meilleure que celle que j'ai pronostiquée en premier lieu. Mais ma problématique avec Saint-Etienne, c'est aussi leur calendrier. Il y a les deux choses. On le voit ici, le Havre, donc qui intègre le classement à la 14e place. Il y a Strasbourg aussi qui est 12e. 10, on voit le Stade de Reims. 9, l'OGC Nice. 8, Lens. Je ne sais pas compter, donc je saute des chiffres. Non, c'est juste que il n'y a personne pour l'instant qui a intégré le classement là-dessus. Monaco, Lille aussi qui est à la 4e place. Et le PSG, que je vois champion. Sans trembler, champion sans trembler, ou peut-être en tremblant, mais on en reparlera dans les vidéos du 3e et du 2e. Peut-être qu'ils seront à même de challenger cette équipe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Alex pour l'aide aussi qu'il m'apporte, parce qu'il réalise des choses extraordinaires. Il nous reste très peu de temps pour finir les 7 autres previews, donc je m'y remets. À très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!